Je voudrais bien sûr commencer par remercier Pierre Péju d'être parmi nous. On est très heureux de l'accueillir. Ce n'est pas la première fois, puisque nous sommes rencontrés déjà à l'Université de Lyon il y a maintenant 2 ans. Pas tout à fait 2 ans. Donc, pour le dire très vite, nous étions au sein de notre laboratoire à travailler sur l'enfant et l'art. Et puis il y a eu cette enfance obscure qui nous est tombée dessus, si je puis dire, grâce à l'une d'entre nous, que je remercie à nouveau, Françoise Carreau, qui lisait ce livre et qui nous a dit, si on veut continuer à réfléchir sur cette question-là, il faut absolument inviter Pierre Péju, et ça a été déjà un très bon moment. Je suis heureux et je remercie vivement d'avoir accepté, dans un cadre différent, puisqu'il s'agit cette fois du Musée des Moulages, une exposition liée à un thème qui faisait cher. Alors, Pierre Péju, je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent. Je ne sais pas si je peux être suffisamment loquace pour le présenter, mais disons que tout de même, il est à la fois écrivain et philosophe. Et il exerce vraiment dans les 2 champs une œuvre importante. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement ce qui a été le prix Inter, je crois, qui était en quelle année? Ça, je peux le dire, remarquer. C'était 2003. 2003, avec la petite chartreuse, oui, c'est cela. Je peux aussi peut-être dire le titre du dernier livre que vous avez publié, donc cette année. Qui va être publié. Qui va être publié en septembre. En septembre 2013, donc sous le titre L'État du ciel, voilà, chez Gallimard. C'est un roman, oui. Et puis je voudrais aussi peut-être, vous avez dû y penser nécessairement, je crois, ces jours-ci, signaler votre premier roman, j'ai le titre sous les yeux, Vitesse pour traverser les jours, en 1978, et qui avait été publié par Maurice Nadeau, qui malheureusement vient de nous quitter, mais à un âge extrêmement avancé, il avait 103 ans. Oui, il allait sur les 103, oui. Voilà. Je l'ai vu à 100 ans. C'était, effectivement, je vous essaierai de rendre hommage à mon premier éditeur, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup, qui a publié mon premier livre, mais qui a publié 15 ans plus tard un autre livre de moi. Et c'est un homme qui est un grand découvreur, mais aussi un grand lecteur. Enfin, il a lu jusque, on pourrait presque dire, sur son lit de mort. Et j'ai toujours apprécié à son âge avancé, puisque je l'ai vu à différents âges, sa fraîcheur permanente. Et il était fou de littérature, et dès qu'un livre se présentait, il jetait dessus. C'est un grand lecteur. Oui. Directeur de la quinzaine littéraire. Ça conserve, 102 ans. Oui. Et qui est menacé de disparition, et qui cherche donc des appuis financiers. Vous pouvez donc souscrire à la quinzaine littéraire et devenir peut-être parmi ceux qui auront aidé cette revue, ce journal exactement, à survivre. Alors donc, Pierre Péju va nous parler de l'enfance. Il est né dans une librairie, ça tombe bien, j'ai vu ça aussi. Votre père est un libraire lyonnais. La librairie Lapro, oui, qui n'existe plus. Voilà. Et quand on lit que du coup, vous avez passé votre enfance avec des visiteurs prestigieux, Aragon, entre autres. Vous savez, c'était le même principe qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les librairies invitaient des écrivains, et donc, moi petit, j'ai vu toutes sortes d'écrivains passer à la librairie, d'artistes, de peintres, etc. C'est vrai que c'est assez stimulant. Oui. Donc Pierre Péju va nous parler de l'enfance, ou de l'enfantin peut-être, voilà. Il dira pourquoi. Et puis Mathieu, alors, je viens d'oublier le nom de famille de Mathieu. Beignet. Mathieu Beignet, donc, qui est comédien, a accepté donc de vous lire, et il l'a fait en accord avec Pierre Péju. Donc les textes que vous entendrez sont des choix communs et qui vont accompagner et donner une sorte de contrepoint donc à la conférence de Pierre Péju. Voilà. Alors merci à tous, merci à Mathieu, merci à Pierre Péju d'être là, et merci au statut de ne pas avoir bougé et d'être là aussi. Je sens qu'elles vont être très très attentives là. Alors écoutez, merci d'être là parce qu'il fait vraiment très très chaud. En plus j'ai un petit problème de voix parce que la climatisation du TGV m'a bousillé la gorge, là, donc je vais essayer de tenir jusqu'au bout. J'ai envie de commencer par une citation de Picasso qui disait « Quand j'étais enfant, je dessinais comme Michel-Ange ou comme Raphaël. J'ai mis des années à parvenir à dessiner comme un enfant. » On va revenir sur cette phrase au cours de
cette petite présentation. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, l'enfantin tel que je vais en parler, tel que je vais le présenter, est quelque chose qui se conquiert, quelque chose qui se retrouve pas de n'importe quelle façon, et l'art et la littérature, enfin l'art en général, est sans doute le moyen d'accéder à cet enfantin qui ne se livre que par fragments. Alors, nous avons décidé, alors on va essayer de tenir ensemble un certain temps, donc si vous avez trop chaud, je ne sais pas, on fera quelque chose, on aérera, on vous arrosera, bon. En tout cas, nous avons décidé de lire quelques textes, donc Mathieu va lire aussi quelques textes, on va faire ça très tranquillement, un peu dans le désordre. Les textes ne viennent pas du tout illustrer ce que je vais dire, mais sont des fragments de mon livre. Donc plutôt, on a choisi certains fragments un peu significatifs du bouquin. Alors, tout d'abord, vous dire que mon intérêt pour l'enfance et pour l'enfant est un intérêt qui a d'abord été philosophique. C'est-à-dire que ce livre est né d'un séminaire que j'ai fait pendant 6 ans à Paris, au Collège international de philosophie, où j'avais un séminaire qui s'intitulait « Penser l'enfant ». C'est un intérêt philosophique parce qu'en fait, il est en rapport avec une conception de l'être humain que je conçois, moi personnellement, selon une sorte de l'être humain, selon un certain inachèvement. Je pense qu'on ne peut comprendre l'être humain qu'à partir d'un certain inachèvement, à partir aussi de ce que j'appelle une certaine énigme. L'être humain, son humanité est entre autres faite par sa propre énigme, avec cette idée que l'être humain ne sera jamais totalement explicable. Donc c'est un humanisme qui est un peu aussi un énigmatisme. Et précisément l'enfance en nous, et plus exactement ce que j'ai appelé dans mon livre l'enfantin, dont j'ai essayé de donner non pas des définitions, mais une sorte d'approche progressive. L'enfantin fait partie de ces éléments d'énigme, de pli ou de repli en nous, de quelque chose de puissant, mais qui ne se manifeste lorsque nous sommes devenus adultes, que par intermittence, voire par surprise, et surtout d'une façon qui ne peut en aucun cas se commander. C'est-à-dire que l'enfant, et l'enfance et l'enfantin, est quelque chose qui vient comme nous trouer, c'est-à-dire nous momentanément produire en nous une sorte de minuscule catastrophe qui fait que si l'on y est attentif, ce qui n'est pas forcé, cet enfantin peut nous bouleverser, nous changer, nous transformer, ou en tout cas modifier notre regard sur les choses. Donc l'enfantin comme une sorte de trou possible ou potentiel en nous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est d'un poète qui s'appelle Jean-Pierre Dupré, et qui dit « Il y a des trous qui nous remplissent ». Et c'est exactement ça l'enfantin, c'est-à-dire c'est un trou en nous qu'il s'agit quelquefois d'aller retrouver et d'aller peut-être écouter, mais c'est un trou qui peut par moments nous combler. Alors, cette approche de l'enfance et de l'enfantin n'a rien à voir, enfin en tout cas dans ma conception des choses, n'a rien à voir avec par exemple ce qu'on considère la psychanalyse. À savoir, la psychanalyse est, dans ma vision des choses, beaucoup trop déterministe, beaucoup trop causaliste. C'est-à-dire qu'il y a cette idée dans la psychanalyse que l'enfance que nous avons été ou que l'enfance que nous avons eue est déterminante par rapport à ce que nous sommes devenus. Et cette détermination me paraît pas du tout aussi évidente que ça. L'enfantin est beaucoup plus source de surprise, beaucoup plus source de bouleversements totalement inattendus. Et du coup, l'enfantin peut très bien surgir en nous de façon totalement inopinée. On peut peut-être faire la petite lecture, on s'est dit qu'on se passerait la parole comme ça de l'approche que je fais au début du livre de l'enfantin, et venir à la fois nous surprendre, nous bouleverser, nous transformer, nous changer. D'où d'ailleurs, et c'est ce que j'aborderai ensuite, son rapport avec la modernité et avec l'art moderne.
Donc voilà, enfin, disons que si une première thèse qui est présente dans ce livre est la suivante, je dirais pour faire simple, c'est une espèce d'opposition à laquelle je tiens beaucoup, entre ce que j'appellerais l'infantile et l'enfantin. Donc vous allez lire ce qui concerne l'enfantin. Je dis deux mots quand même avant la lecture. Ce que j'ai appelé l'infantile. L'infantile, en gros, c'est tout ce qui peut concerner les différentes conceptions, les différentes pratiques concernant les enfants dans toutes les sociétés. C'est-à-dire, c'est la façon dont on traite les enfants, la façon dont on se représente les enfants, la façon dont on s'adresse aux enfants, et aussi les espaces institutionnels, etc., que l'on réserve aux enfants. Bien entendu, c'est aussi, selon les époques et selon les sociétés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, la façon dont les enfants, puisque c'est la façon dont les enfants sont traités, c'est aussi la façon dont les enfants se comportent, la façon dont ils parlent, et puis la façon, dont on leur parle. En gros, de ce point de vue-là, quelque chose comme la psychanalyse relève de l'infantile, puisque c'est une théorie de l'enfance. Ce que j'appelle l'enfantin est quelque chose de beaucoup plus, disons, ce serait un concept beaucoup plus esthétique, à savoir que l'enfantin est la façon dont précisément de l'enfance va surgir en nous, comme je disais tout à l'heure, de façon totalement inopinée. Et d'une certaine façon, c'est ce que je développerai ensuite, l'enfantin est inséparable de la modernité, à savoir qu'on pourrait presque dire que l'enfance, au sens où je l'emploie, est une invention moderne. Et que non seulement c'est une invention moderne, c'est-à-dire, disons pour faire vraiment caricatural et simple, de Rousseau à Michaud, de Lewis Carroll à Picasso, il y a un rapport à ce qu'est cet enfantin qui est spécifique, qui est, pourrait-on dire, unique dans l'histoire. La modernité a inventé cet enfantin, elle a également inventé les moyens peut-être d'y accéder. À savoir, cet enfantin, peut-être seule la littérature moderne ou l'art moderne nous en ont donné une sorte d'approche ou une façon de sentir ce que l'enfance, la façon dont l'enfance retentit en nous. Donc, quelques lignes du livre sur cette approche de l'enfantin, comme je le disais, qui se dérobe un peu aux définitions et qu'on ne peut approcher que par touches successives. Avec le temps, non ça va, merci. Avec le temps, il arrive que le spectre frêle revienne nous hanter. Notre lassitude, nos moments de distraction, de demi-sommeil ou de rêverie favorisent ces apparitions. Il peut aussi revenir alors que nous sommes très préoccupés. C'est le spectre de l'enfantin. Il n'insiste jamais, n'a aucune exigence, mais se tient près de nous, silencieux. Quel que soit notre âge, il nous accompagne un instant puis disparaît. Remarquable discrétion de l'enfantin. D'ailleurs, il s'agit moins d'une apparition que d'une soudaine façon de sentir, à la fois incongrue et précise, accompagnée d'une impression de déjà perçu. Un geste que nous esquissons machinalement et qui semble habiter nos nerfs et nos muscles depuis toujours. Un élan soudain, une fraîcheur, mais aussi une frayeur ou une honte. Ou bien la certitude de retrouver au moment le plus inattendu le grain d'une voix d'autrefois, une lumière, un goût, une odeur pourtant perdue depuis longtemps. Plein d'audace, nous osons tout à coup faire ou dire quelque chose dont nous ne serions jamais cru capables. Ou au contraire, nous avons brutalement le sentiment d'être complètement perdus. Tout petit, traînant la misère de notre corps. Qui ne connaît, qui n'a jamais connu cette déréliction secrète, à la fois vertigineuse et douce, cette solitude immense, hors les mots, sans commune mesure avec ce que la condition d'adulte nous a appris à nommer solitude. L'enfantin se tient dans une ritournelle, un jeu de lumière et d'ombre. Bref, des perceptions fantômes, en vrac,
qui remonta quand j'étais petit. Elle dormait dans ma chair mentale, et voilà qu'elle s'éveille, intacte, toujours vivace. En tant que création, l'enfantin peut consister en un lambeau de texte littéraire, fragment d'une œuvre plus vaste, Kafka, éclat au cœur du romanesque, Nabokov, ou moment singulier chez un penseur, Walter Benjamin. Il peut se cacher dans une image, à l'arrière-plan d'une peinture, flotter sur un air de musique, mais presque toujours par accident, ou par chance. Parfois, très tard dans une vie, l'enfantin cherche encore quelque chose comme l'écriture qui lui aurait convenu. L'enfantin se reconnaît dans ce désir de se couler dans une langue, un style, capable moins de le restituer que de l'incarner. Cette langue d'enfance, toujours mal parlée, balbutiée, a le charme de ces langues étrangères dont la musique nous paraît limpide, car l'enfantin ne se livre que par petites touches sensibles. Merci. Voilà ici donc ce court texte au début du livre, qui est une approche de cette notion d'enfantin qui est au cœur de ce travail. Et précisément, même ici, l'écriture permet d'approcher, comme j'ai dit tout à l'heure, par petites touches, ce que j'ai appelé ce spectre frêle, ce fantôme, puisque je l'appelle quelquefois l'enfantin, je l'appelle aussi l'enfantôme, c'est-à-dire ce qui vient nous hanter par surprise. Or, comme je disais, la modernité a inventé une certaine figure spécifique de l'enfance. Ici, il faudrait reprendre tout l'aspect presque philosophique qui nous ferait remonter quasiment à Rousseau, et qui nous ferait reprendre toutes sortes de considérations sur cette façon dont, en Occident, progressivement, l'enfance prend de plus en plus d'importance sur tous les plans d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, une fois dit que c'est la modernité qui invente cette figure spécifique de l'enfance, ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est quelque chose de l'art moderne, de la littérature moderne, de la création moderne, qui va en capter, en arracher, en préserver des fragments, puisque l'enfantin ne se donne jamais sous une forme à la fois continue et surtout pas totale. Il n'y a pas de totalité de l'enfantin. Ça ne veut rien dire, totalité de l'enfantin. L'enfantin se donne par surgissement inopiné. Or, effectivement, c'est totalement en accord avec ce que je pourrais appeler l'esprit de la modernité, l'esprit moderne. Ce qui fait l'art moderne, disons, s'alimente ou se réalise à partir de ce qui survient dans une nouveauté radicale. Or, précisément, l'enfantin en nous, la façon dont des bribes ou des blocs d'enfance surgissent en nous, se fait de cette façon-là, c'est-à-dire selon des singularités radicales. L'art moderne, donc, est un type de création qui ne peut qu'être à l'écoute de ce qu'a été l'enfance en nous. Et il y a forcément quelque chose de cet enfantin dans toute démarche d'un artiste moderne. C'est cette question de bloc qui est intéressante. L'enfantin se donne par bloc. Il y a, j'ai cité dans le livre, enfin bon, évidemment je ne peux pas rendre compte d'un livre qui fait quasiment 400 pages en quelques minutes, surtout avec des conditions, je suis désolé pour vous, parce que je sens que vous avez très chaud, mais disons, j'ai beaucoup aimé la façon dont un philosophe comme Gilles Deleuze, par exemple, a toujours su bien séparer la notion de bloc d'enfance, c'est-à-dire comment l'enfantin se donne par bloc, à la notion de souvenir. C'est-à-dire que c'est pas du tout, l'enfantin, c'est pas du tout une question de souvenir. Vous pouvez faire tous les efforts de souvenir ou de mémoire que vous voulez, vous n'atteindrez jamais l'authenticité de l'enfantin. Il y a quelque chose qui échappe à tout effort de souvenir, d'où ce côté inopiné. Alors, bien entendu, dans prenons la littérature, il y a des surgissements absolument, on pourrait dire, qui sont de l'ordre de la chance, qui sont de l'ordre de la puissance soudaine de ce que peut une écriture, donc ce que peut l'art d'écrire, que ce soit
au hasard d'un livre qui ne vise pas du tout des récits d'enfance, mais que ce soit aussi chez certains auteurs qui ont fait la démarche de s'installer dans une sorte de, je dirais presque, se mettre aux aguets, une sorte d'affût, pour traquer quelque chose de ces blocs d'enfance. Alors je cite dans le livre, évidemment tout le début du livre est beaucoup plus axé sur la littérature que par exemple la peinture, j'aborde à la fin. Mais dans la littérature moderne, évidemment je cite des très grands, je pourrais presque dire oui, des chefs-d'œuvre de ce que la littérature peut dans sa saisie de l'enfantin. Évidemment, je mettrais presque au sommet des gens, on le citait tout à l'heure, enfin vous l'avez prononcé son nom tout à l'heure, c'est-à-dire Walter Benjamin, qui va nous donner, avec son livre qui s'appelle Enfance berlinoise, peut-être le sommet de ce que peut un écrivain, dans la saisie absolument non forcément chronologique, non détaché de tout projet d'explication causale, etc., il va saisir des vrais moments d'enfance qui sont effectivement fondés sur des perceptions, sur des intuitions, sur des moments, sur des couleurs, et avec un rapport à l'animalité, aux objets, à la couleur des objets, à des objets parfaitement insignifiants, puisque l'enfantin, au fond, se manifeste en nous, vous le savez, de façon souvent à partir de choses totalement insignifiantes. Et Benjamin ici réussit, en plus, ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que Walter Benjamin écrit ce texte dans des conditions spéciales, c'est-à-dire qu'en fait, il se sent menacé et traqué, il s'apprête à quitter la France où il était déjà réfugié, etc. Il sent que quelque chose le menace parce qu'il est juif, parce qu'il sent l'extermination, etc. Et il écrit ces textes sur l'enfance, c'est pas du tout dans une perspective de retrouver quelque chose d'aimable concernant l'enfance. Il s'agit, dit-il, de sauver quelque chose du passé, mais sauver le passé, c'est une démarche en soi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui engage également l'histoire. Et c'est à la fois quelque chose de très dramatique, et peut-être c'est pour ça qu'il y a cette réussite chez Benjamin, c'est quelque chose qui est particulièrement dramatique, et en même temps, cette urgence, ce drame, cet aguet de Benjamin est quelque chose qui lui permet de nous donner, et là également, un livre qui n'est fait que de fragments, mais qui est une réussite artistique extraordinaire. Donc dans le livre, je cite, je suis obligé de passer rapidement, mais enfin je cite également évidemment des petits chefs-d'œuvre, comme par exemple pour moi Nathalie Sarraute, le livre qui s'appelle Enfance, et qui a réussi elle aussi à saisir des choses qui... On n'est absolument pas dans une continuité, on n'est absolument pas dans une chronologie. Il s'agit de saisir à partir de bribes qui nous reviennent, qui peuvent être, comme le passage que je cite dans le livre, qui est à partir d'une sonorité, c'est-à-dire elle cite par exemple un mot allemand qui est Zerreißen, c'est-à-dire elle se souvient de ce mot, et à partir de la sonorité de ce mot, c'est-à-dire l'idée de déchirer quelque chose, de déchirer quelque chose, elle reconstitue toute une scène, mais au fond, la sonorité du mot est ce qui commande, et ce qui guide, et la scène lui revient, mais pas du tout d'une façon proustienne, elle lui revient précisément comme un bloc où ce qui compte, c'est de retrouver cet état que l'enfant a peut-être connu, mais lui, lorsque j'étais enfant, je peux dire les choses comme ça pour simplifier, je ne sais pas si c'est clair, lorsque j'étais enfant, je n'avais pas d'enfantin, c'est-à-dire qu'au fond, l'enfantin est toujours dans ce retour, c'est-à-dire l'enfantin est une question de retour. Or, lorsque l'enfant vivait cela, il le vivait de façon brutale et comme ça. Lorsqu'elle le retrouve, elle retrouve quelque chose que l'enfant n'avait ni les mots, ni la conscience, ni les moyens, enfin, de sentir comme tel. Et du coup, c'est ça, l'enfantin, c'est cette reconstitution artistique. Alors, chez Sarraute également, c'est
donc je parlerai d'autres passages tout à l'heure. Alors on s'était dit qu'on allait, pour rendre les choses un peu plus ponctuées, cela de quelques lectures. Donc, adieu. Pourquoi pas. Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas une illustration, c'est plutôt une tonalité du bouquin, toujours évidemment quand l'écriture essaye de retrouver quelque chose de l'enfance. Adieu. Vient un moment où il faut se défaire de l'enfance. Moment non voulu, parfois inaperçu. Un être de chair se détache de nous. Nous ne savons pas ce qu'il va devenir. Nous ne pouvons désormais plus rien pour lui. Adieu. Il est seul désormais, et nous voilà bien seuls aussi. Mais il s'agit de deux solitudes différentes. Celui qui part, celui qui reste. Un jour, alors que la vie nous emporte, alors que tout ce qu'on fait clame, proclame est orienté vers la suite, voilà qu'à l'instant le plus inattendu, on songe à sa propre enfance comme à un effondrement du temps, un trou derrière soi, un vieux film dont des scènes saccadées passent et repassent dans le plus grand désordre. Ni regret ni nostalgie, mais une faille invisible qu'on va devoir emporter partout avec soi. On ignore encore que l'enfantôme fera plus tard d'imprévisibles apparitions. Vraiment parti et pourtant toujours là, dans nos muscles, notre chair, pris dans nos nerfs. Une fois, en pleine rue, cerné par la rumeur de la ville et le rugissement des moteurs, le lourd combiné du téléphone public plaqué contre mon oreille, j'ai entendu, après de longues sonneries, à des centaines de kilomètres de distance, la voix de ma mère, que je n'appelais que très rarement à cette époque, s'inquiéter, s'étonner, puis rassurer, me répondre paisiblement, me demander si j'allais bien, si je me nourrissais correctement, si je pensais à mettre un foulard avec cet automne humide. Je n'étais plus un jeune homme et j'avais quitté le domicile familial depuis longtemps déjà. Tout s'était éloigné à grande vitesse. J'écoutais les mots de ma mère prononcés dans le silence d'un appartement où je n'habiterais plus jamais. Elle me donnait de pauvres nouvelles, le temps, les voisins. Nous, ça va, mais toi? Elle me disait que mon père était assis près d'elle, qu'ils étaient en train de boire le café en lisant le journal, comme toujours à cette heure-ci. Je pensais comme avant. Et dans le vacarme qui m'entourait, je les voyais, l'un à côté de l'autre, près de la fenêtre, dans une clarté grise et une sorte de silence, tels qu'ils étaient déjà durant mon enfance, lorsque je vivais avec eux et que j'appelais cet endroit chez nous. Pourquoi, passant près d'une cabine publique, avais-je eu brusquement l'idée de composer le numéro de ce que j'appelais malgré moi la maison, en sachant fort bien que ce n'était plus du tout la mienne. Je n'avais pour ainsi dire rien laissé derrière moi, et ne m'étais jamais soucié de ce que mon départ, le départ des enfants, pouvait signifier pour une mère. Et ce jour-là, au milieu d'une journée de travail, comme en rêve, j'avais tapé ces chiffres toujours su par cœur. La voix maternelle avait jailli au milieu de nulle part. Elle s'efforçait de ne plus s'adresser à l'enfant en allée, mais à qui? Et je lui répondais avec l'assurance un peu forcée ou l'enjouement de celui qui vole au loin de ses propres ailes. Le téléphone ne supprime pas la distance. Il ne rapproche pas les êtres chers dont on s'est éloigné ou séparé. Ce qu'il rapproche douloureusement, c'est la distance elle-même. Il vous la plaque contre le visage comme un poulpe humide. J'étais ailleurs désormais, et pour toujours. J'habitais l'ailleurs. Des inconnus pressés passaient près de moi. Quelqu'un attendait que la cabine soit enfin libre. Très loin, là-bas, accroupi sur le tapis, dans l'ombre du vieil appartement, le bruissement des pages de journal et les toussotements de mon père, un enfant invisible se mourait sans vraiment mourir ni faire de bruit. Il ne tenait compagnie à personne, on ne s'occupait pas de lui. J'attendais que ma mère raccroche la première. Elle attendait aussi. C'était insupportable et insensible, comme une rage de dents sous anesthésie. Oui, à bientôt, à très vite, quand, je ne sais pas. Ma gorge et mon cœur disaient adieu, adieu. J'ai raccroché. Je me suis éloigné de la source tarie de la voix de ma mère. Un peu de buée dans le vacarme.
Pour moi seul, j'aurais voulu murmurer, même pas triste, comme les gosses crient, même pas mal, alors que des larmes leur montent aux yeux. Drôle de coin de trottoir pour un tel adieu, mais ce fut mon adieu à l'enfance. Adieu dont on ressent avec le temps les multiples répliques. Un phénomène sismique et affectif dont il n'y a strictement rien à conclure, soumis que nous sommes à l'imprévisibilité des tremblements. Non? Comme vous voulez. Oui, voilà, comme vous l'avez compris, donc, on va peut-être passer aussi à l'autre, mais comme vous l'avez compris, donc, le livre fait alterner des réflexions qui sont d'ordre philosophique, littéraire ou artistique, avec des propos qui sont de cet ordre, c'est-à-dire, j'ose même pas dire, parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, autobiographique, mais d'une tentative de retrouver quelque chose ou de saisir par l'écriture quelque chose. Donc ici, il s'agissait de adieu à l'enfance, parce qu'effectivement, l'enfance est aussi ce à quoi nous devons savoir dire adieu, qui est peut-être la condition d'ailleurs pour la retrouver, comme je le disais tout à l'heure, sur un autre plan artistique. Terminons alors à ce moment-là par le dernier texte, et puis je reprendrai le fil. Combien d'adieux minuscules jalonnent le chemin depuis le début, depuis toujours. On ne cesse de se défaire de l'enfance, la sienne, celle de ses enfants, et surtout l'enfance anonyme et vaste par laquelle, croit-on, tout a débuté. On ne sent plus comme on sentait. Adieu, dès que la dure réalité commence à m'étreindre. Adieu, dès que j'avance sur mes deux pieds. Absence de bras, de poitrine chaude, de parfum. Absence de la main qui me retenait, m'entraînait, me montrait les choses tandis que la voix familière prononçait les mots. La main qui quelquefois me secouait avec vigueur. C'est pour ton bien, tu comprends? Tenir debout tout seul, vaciller sans que personne ne s'en inquiète, recroquevillé au fond d'un lit comme d'un berceau trop grand, posé au milieu d'une chambre d'hôtel, dans la lueur du téléviseur et la rumeur d'une ville inconnue. Avoir mal, peur, honte, dans la plus complète solitude, l'ancienne insouciance, un parapet tiédi par le soleil qui n'a jamais existé. Il est minuit dans la vieille garde effondrée comme un château de cartes, en première ligne désormais, plus personne devant, personne autour. Les ailes blanches de l'envol solitaire devenues ternes et lentes. À présent, nord jusqu'au bout. On se dit qu'au moment d'en finir, mieux vaudra éviter les enfantillages, devenus méconnaissables pour tous comme pour soi-même. Mais avant le final, combien d'adieux imperceptibles, mal dits, mal entendus. Ne t'en va pas tout de suite. Emmène-moi, reste encore un peu. Pleure, pleure d'enfant dans le noir. Le petit ne veut pas que son père le laisse à la crèche ou à l'école les premiers jours, détresse sans limite. Son visage déformé par les cris et les larmes, il s'accroche au cou, à la veste, aux jambes, il est perdu, il hurle. Le père troublé mais pressé arrache, doigt par doigt, les mains suppliantes de l'enfant. Mais si, sois un grand, sois raisonnable, à ce soir, allons, allons. Dans son dos, la plainte diminue, porte claquée, adieu. J'ai vu mon fils devenu père, déchiré au moment de laisser son enfant, comme j'avais pu l'être de le laisser lui autrefois. Certains enfants ne crient pas, calmes et sages, ils chantonnent, jouent sans bruit, esquissent un geste de la main ou font un pâle sourire au moment où les parents partent en voyage. Ils écoutent à peine les paroles. Nous reviendrons bien vite, tu sais. On les laisse, c'est comme ça. L'adieu est au cœur de leur calme. Le cri caché dans la ritournelle ne sortira jamais. Ne me laissez pas, emmenez-moi avec vous. À très vite, lenteur des jours, ciel vide. C'est alors que se révèle le charme des délaissés. Lien distendu, amarre largué. Une autre aventure enfantine commence, forcément solitaire celle-là. Avec ou sans adieu, l'appel des grands chemins, le plaisir des marges. Quitter, l'enfantin a de singulières ressources et quelques ruses. Merci. Donc, le livre est ponctué de textes de cette sorte, mais en même temps, je ne pouvais pas. Alors, ici, il s'agit vraiment
d'une impossibilité liée à mon thème, je me suis aperçu très vite qu'il était impossible de parler de l'enfance et de l'enfant dans une perspective qui serait simplement un objet dont je traite, même je dirais à la façon dont les sciences humaines ou la psychologie ou je ne sais pas quoi. Et si je voulais saisir quelque chose de cet enfantin que nous avons évoqué tout à l'heure, il fallait que le livre soit totalement, alors j'hésite sur le mot, mais enfin soit totalement bâtard, c'est-à-dire qu'il soit inclassable et qu'au fond, il y ait ces espèces de surgissements d'écriture qui rendent quelque chose. Je ne pouvais pas faire un livre qui soit purement une sorte d'exposition ou d'exposé ou d'expression explicative en quelque sorte. On est par-delà ou en deçà de l'explication pour avoir une petite chance de saisir ce que c'est que cet enfantin. Alors pour aller un peu vite maintenant, je voudrais en venir à la façon dont la modernité a su lier cette possibilité d'un surgissement d'enfance à la question proprement artistique. Alors, au fond, moi, ce dont je me suis aperçu lorsque je faisais mon séminaire, et puis bien avant, c'était qu'au fond, pendant très longtemps, la philosophie n'a pas du tout considéré l'enfance comme un sujet, et encore moins l'enfant comme quelque chose qui était un sujet intéressant, ou en tout cas à considérer. Je n'ai pas le temps du tout de passer en revue la façon dont toute la philosophie pratiquement classique a traité l'enfant soit comme quantité négligeable, soit au contraire comme quelque chose qui était une sorte de négativité, quelque chose dont il faut à tout prix se défaire, ou quelque chose de pas d'intéressant. Très vite, Descartes, Platon, Descartes considère que c'est bien regrettable d'avoir été, comme il le dit, enfant avant que d'être homme, puisque ce qui intéresse Descartes, c'est le sujet qui a accédé à sa propre raison. L'enfant, comme privé de raison, n'est pas intéressant. Platon s'en méfie encore plus, de même que Platon se méfie des poètes dans la cité. Plafond. Ce serait intéressant d'analyser le lapsus là d'ailleurs, parce qu'enfin pas, on n'a pas le temps. Platon se méfie particulièrement de l'enfance et de l'enfant, et il voit dans l'enfance quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie dangereuse, quelque chose qu'il faut à tout prix canaliser, et il y a de la même façon que Platon estime que le poète doit être banni de la cité pour différentes raisons, pour sa façon de ne vivre que d'affect, il se méfie également de l'enfant. Il y a toutes sortes de métaphores chez Platon pour dire que l'enfant c'est quelque chose qui doit à tout prix, alors il y a presque une métaphore d'ordre de la tuyauterie qu'il faut canaliser, etc., jusqu'à ce que cette énergie soit bridée et qu'elle soit utilisée à des fins utiles et donc raisonnables, etc. Alors le premier philosophe, c'est à lui que je veux en venir, c'est le premier philosophe qui, au fond, va véritablement associer enfance et, on pourrait dire, création. Enfance et création artistique, c'est Nietzsche. Alors, Nietzsche va, pour la première fois, associer enfance et quelque chose qui est de l'ordre d'une innocence créatrice. Alors, pour différentes raisons, je disais que tous les philosophes ont dévalorisé l'enfance. Il y a un philosophe considéré comme pré-socratique qui s'appelle Héraclite et dont on ne connaît, d'ailleurs c'est peut-être pas un hasard non plus, dont on ne connaît que des fragments, et dont un fragment célèbre disait, c'est très difficile à traduire parce que c'est aion en grec, le temps, ou peut-être l'être, ou peut-être le monde, est comme un enfant qui joue. Et on prend toute la citation comme un enfant qui joue aux osselets, qui joue un jeu de hasard, qui jette des dés. Le temps est comme un enfant, ou le monde ou l'être est comme un enfant qui jette des dés, point, royauté d'un enfant. Très belle citation, énigmatique, nécessairement énigmatique,
Et Nietzsche, en vieil héraclitéen, va sans doute avoir ça en tête. Et alors, ce que je cite dans le livre, c'est cette fameuse grande parabole ou métaphore de Nietzsche, qui est très très importante, qui est une métaphore qui vient de Ainsi parlait Zarathustra, et qui est cette fameuse métaphore qu'on dit des 3 métamorphoses. 3 métamorphoses, c'est-à-dire comment alors l'esprit se métamorphose successivement, comment l'esprit qui est d'abord chameau se métamorphose en lion, et comment le lion va se métamorphoser en enfant. Ce qui est intéressant, c'est que le terme de toute métamorphose est précisément l'enfant. Cette triple métamorphose, pour la détailler un petit peu, peut être entendue comme l'esprit traverse 3 états, chameau, lion, enfant. Ça peut être lu également comme presque une sorte d'itinéraire d'une formation artistique. Et on va peut-être l'entendre aussi tout à l'heure de façon intéressante, à comment tout artiste, tout grand artiste, doit nécessairement en passer par les 3 états, c'est-à-dire chameau, lion, enfant. Alors ce que Nietzsche appelle chameau, le chameau c'est par excellence l'animal porteur, l'animal sobre, c'est-à-dire l'animal qui se charge de quelque chose, qui même a peut-être, alors rentrons dans le fantasme nietzschéen, qui a même presque du goût à porter les fardeaux, et qui pour Nietzsche portait les valeurs, et qui pendant donc un certain temps porte les grandes valeurs, a du goût pour une sorte d'absolu, c'est une sorte d'adolescence de l'esprit, le moment où, comme un adolescent peut être quelqu'un de très radical et de très passionné par quelque chose d'absolu, veut absolument porter dans une sorte d'esprit de sérieux, d'idéalisme, peut-être même de masochisme, mais en tout cas de grande soumission à quelque chose, peut-être porter les valeurs, avoir des maîtres, et voilà. Nietzsche nous dit, mais vient un moment, donc il faut reprendre tout le texte de tout ça, vient un moment où le chameau s'enfonce dans le désert, rentre dans le désert, et au milieu du désert, il se livre à un grand combat. Et c'est un combat avec lui-même. C'est un combat avec lui-même, c'est un combat terrible, c'est un combat de renversement, comme si le chameau d'un seul coup secouait tout ce qu'il porte, c'est-à-dire toutes les valeurs qu'il porte et toutes les choses qu'il révère, tout ce qui est de la révérence, les renversait, se roulait avec, etc. Et au cours de ce grand renversement, libérateur, ce grand renversement, il se transforme et il se fait lion. Autant le chameau était celui qui porte, autant le lion est celui qui va s'affirmer. Je dis s'affirmer, c'est-à-dire s'affirmer, affirmer lui-même encore. Et donc, oublier un certain nombre de valeurs qui avaient été pour lui déterminantes, oublier les maîtres, oublier un certain nombre de choses qui l'ont formé, nécessairement formé, et se transformer. Et ici, Nietzsche nous dit, mais là, on peut en rester là, c'est-à-dire je peux rester lion, mais peut-être que je n'ai pas encore accédé à la grande liberté, je n'ai pas encore accédé à la grande création. Et Nietzsche nous dit, il reste encore au lion à se transformer lui-même, à faire une sorte de dernière auto-révolution pour se transformer en enfant. Et l'enfant est la conquête de quelque chose qui est, dit Nietzsche, innocence et oubli. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'avais ouvert tout à l'heure avec cette phrase très, très belle de Picasso, à savoir, j'ai mis des années à parvenir à dessiner comme un enfant, à savoir que le comme un enfant, c'est véritablement là la conquête. C'est véritablement cela à quoi l'artiste peut parvenir, même pas pour devenir lui-même, mais je dirais presque pour cesser d'être
uniquement quelqu'un. C'est-à-dire pour cesser d'être uniquement celui qui a sans doute renversé un certain nombre de choses qu'il avait formées. Alors voyons en termes artistiques, en somme, l'artiste s'est défait de ses maîtres, défait de ce qu'il avait appris, s'est défait de ce qu'il a su. Il faut avoir beaucoup appris pour s'en défaire, c'est ce que j'explique aussi dans le passage sur Jean-Michel Basquiat. Et il s'est défait de ses maîtres, il s'est défait de ses valeurs, il s'est défait peut-être des techniques, il s'est défait d'un certain nombre de choses qu'il avait apprises, mais il lui reste encore à conquérir une certaine forme de légèreté, voire une certaine forme aussi de, Nietzsche dit aussi d'ailleurs, d'amoralité, c'est-à-dire d'une façon de se dégager de tout ce qui est valeur, et en somme, on pourrait presque dire de ne plus être véritablement quelqu'un, comme si un style, lorsque finalement on identifie un nom et un style, lorsque pensant à un artiste, on dit son nom et qu'on voit quelque chose, eh bien, c'était au fond plus personne. Il avait réussi à se défaire, y compris de cette ultime exigence, c'est-à-dire être quelqu'un. Donc non plus s'affirmer, c'est-à-dire affirmer lui-même comme le lion, mais au fond, plus simplement, tout simplement, affirmer intransitivement. Et ici, l'œuvre devient non plus, on ne peut pas vraiment dire l'œuvre de personne, mais presque, c'est-à-dire qu'au fond, c'est l'œuvre qui se fait toute seule. Du coup, cette idée-là, qu'au fond, c'est l'enfant qui est dans la vision de Nietzsche, c'est l'enfant qui est le stade ultime de la dimension créatrice de l'esprit. C'est extrêmement important, puisque, comme je disais, dans la philosophie, pour la première fois, vous avez cette idée qu'il faut atteindre cette espèce de devenir enfant, devenir imperceptible, qui est peut-être le point culminant de cette réussite artistique. Alors, est-ce qu'on ponctue par un petit... ce qui serait important, alors je sais que bon... Mais on avait aussi prévu qu'on puisse échanger. Moi j'aime bien qu'il y ait une possibilité d'échange, donc j'ai encore choisi, je peux parler longtemps, mais il fait tellement chaud que... on va peut-être ponctuer par un petit texte, et puis, si vous voulez, voilà, c'est bien. Et puis, donc c'est des textes en décalage avec ce que je dis. Et puis je vais reprendre une question qui est importante aussi dans une perspective de réflexion sur art et enfance. Ce sera la question quand même très très importante, d'une part, que je formulerai de façon un peu rapide comme ça. Les enfants dessinent, mais pourquoi les enfants cessent-ils à un moment de dessiner? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui dessine? Et quel rapport y a-t-il entre un devenir artistique ou un devenir artiste et ces moments d'enfance où l'enfant dessinait? Et donc ça, je pense, c'est assez important aussi. Donc voilà, c'est un peu construit de bric et de broc, mais on lit un texte qui va nous évoquer autre chose, toujours de l'ordre, on pourrait dire, de l'autobiographique ici dans le livre, et puis je reprendrai cette question de l'art et de l'enfance. La cave. Si je choisis de faire le récit d'une très lointaine anecdote, c'est pour tenter d'en révéler le noyau d'enfance. Noyau plus dur, plus secret, mais aussi parfois plus menaçant que ce temps puéril que l'on se croit capable de reconstituer. Car l'enfantin n'est jamais séparable d'une menace, de l'expérience originelle d'une peur, d'une honte ou d'un enchantement, de recoins sombres d'où la monstruosité, croit-on, va surgir, mais aussi de recoins protecteurs et chauds, de cachettes, de territoires où vivent des bêtes, terreur du vaste extérieur et réconfort primitif procuré par le rougeoiement des flammes. La peur, dans mon récit, n'est pas uniquement celle de l'homme assis dans le noir. Le spectre principal, que je le nomme enfantin, ou pourquoi pas enfantôme, consiste en une impression très simple d'ombre et de lumière, jointe au poids que je sens encore certains jours au bout de mon bras, de la lourde lampe torche dont j'avais tant de mal à faire jaillir le pinceau lumineux.
ma lutte avec les ténèbres était si douloureuse physiquement qu'elle subsiste encore, tant d'années plus tard, dans la mémoire de mes phalanges, la paume de ma main, dans mes nerfs et mes muscles, et bien sûr, dans la crainte archaïque et confuse qui ne m'a jamais vraiment quitté de ne plus rien y voir. C'était un soir d'hiver. Je pouvais avoir 10 ans, mais qu'importe. Je crois revoir la page blanche sur laquelle j'étais en train de faire un dessin, comme disent les enfants, de colorier frénétiquement, à cette époque où l'usage des crayons de couleur avait encore quelque chose de jubilatoire. L'odeur du cylindre de bois dont les copeaux s'allongent sous la lame du taille-crayon, les mines qui se brisent et le rouge, le bleu, le jaune qui s'étalent généreusement et recouvrent la blancheur dans le respect approximatif de formes dessinées entre patience et impatience, mais avec une assurance qui un jour se perdra définitivement. La vaste salle à manger de l'appartement familial était plongée dans l'obscurité, à l'exception du halo de la lampe posée sur la table, qui éclairait la feuille sur laquelle je m'acharnais à faire briller un soleil par un mouvement tournant du poignet, le jaune d'or semblant jaillir magiquement de mes doigts. Il y avait ce silence particulier des soirs d'hiver sur la ville, la nuit tombait très tôt, le temps à la neige et le bruit étouffé des voitures sur le boulevard derrière des persiennes déjà closes. De temps à autre, le passage d'un train, la voie ferrée était toute proche et, aux nuances du fracas, je savais distinguer un lourd et lent train de marchandises d'un train de voyageurs plus vif et sûr de lui. Le jaune coulait de mes doigts. Je prenais plaisir à inverser l'ordre des saisons, à créer de l'été en hiver, du soleil radieux au cœur des ténèbres. « Pierre !» cria soudain ma mère, invisible, de l'autre bout de l'appartement. « Tu n'es pas descendu chercher du charbon à la cave comme tu devais le faire. Le seau est vide, allons, dépêche-toi. » J'avais effectivement différé, puis oublié la corvée de charbon, alors que j'étais en principe chargé, dès mon retour de l'école, d'en remonter de la cave un plein seau pour la nuit, afin d'alimenter la chaudière du chauffage central. Du charbon en boulet, du charbon noir comme les yeux des morts. Je détestais cette tâche, mais m'en acquittais. Si j'avais été raisonnable, je me serais exécuté au moment où les dernières lueurs du jour se glissaient encore par le soupirail de notre cave. Le charbon formait un tas dans lequel il fallait pelleter. Mais j'avais attendu, il était trop tard, et au ton de ma mère, je comprenais qu'il était inutile de rechigner. Le crayon jaune tombe sur la page. J'abandonne mon paysage d'été et toutes ses couleurs, et bientôt je descends l'escalier mal éclairé qui s'enfonce dans les profondeurs du vieil immeuble. La pelle de fer brinque-balle au fond du seau, choc métallique contre les marches. Dans le noir, je dois commencer à actionner la lampe torche. Je dis actionner car il s'agit d'une de ces lourdes lampes sans pile pourvues d'une dynamo et d'un piston épousant la forme des doigts sur lequel il faut presser pour faire jaillir la lumière. Mais mes doigts sont petits et le piston résiste. La dynamo émet une sorte de miaulement déchirant, et si l'on cesse un tant soit peu d'appuyer et d'appuyer encore, le pinceau de lumière faiblit, devient jaunâtre et tout retombe dans le noir. J'ai peur, et mes doigts s'engourdissent, mais je presse autant que je peux. Je pompe de la lumière de la main gauche, tout en ramassant de la main droite le charbon à la pelle. Les boulets tombent dans le seau, bien long à se remplir. La peur au ventre. Je change la lourde lampe de main. J'enfonce à nouveau le piston. Cœur battant, mais surtout cette douleur très particulière dans les doigts, dans le bras. J'ai de plus en plus peur. À l'époque, aucun adulte ne prenait très au sérieux ce genre de terreur enfantine. Seul dans le noir, je m'en remets à ces miaulements de la lampe à dynamo, ma seule protection mécanique et magique contre la terreur qui augmente. Ma tâche achevée, le moment de remonter correspond au point culminant de mon effroi. Je n'ai plus la force d'appuyer sur la lampe. Je ne parviens qu'à faire sortir un faible halo devant mes pieds. Le seau est lourd, mais j'ai la force de le soulever. Ce qui me terrifie depuis longtemps, c'est l'homme assis dans le noir. Il est là, je le sais, plus loin que notre cave, tout au bout du couloir. Il ne peut qu'être là, à m'attendre.
m'efforçant de tourner le dos à l'endroit où je l'imagine, mes jambes se dérobent à l'idée que tout au fond de ces ténèbres, l'homme assis dans le noir va se manifester. Si je parviens à faire encore un peu de lumière à l'aide de ma lampe si pesante, il ne se manifestera pas. Mais la lumière a besoin de mes doigts, et mes doigts n'en peuvent plus. Lui, l'homme assis dans le noir, lui, le nyctalope. Je sais que s'il émet le moindre son, ce sera comme un ordre auquel je ne pourrai qu'obéir. Même s'il se contente de remuer un peu ou de renifler, cela voudra dire « approche, approche ». Il est assis, il se tient derrière une table. Son territoire est le fond sans fond de la cave. Il va se racler la gorge ou renifler. Approche, petit, approche. Je le sens dans mon dos. Allez, encore un peu de lumière. Encore un petit miaulement de la dynamo. La plus faible lueur signifie que l'homme n'existe pas, que je ne suis pas obligé de le rejoindre, d'abandonner mon seau pas tout à fait plein pour m'enfoncer dans le noir. Pas obligé d'entendre non seulement son horrible voix, mais la question insupportable qu'il s'apprête à me poser. Désespérément, ma main se crispe encore un peu. La lumière meurt au bout de mon bras engourdi. Je gravis les premières marches. La troisième, et comme je le disais, parce que je crois beaucoup à ce type de mémoire, c'est-à-dire que cette mémoire des nerfs et cette mémoire des mains puissent être dites, il faut faire ce travail d'écriture que j'ai essayé de faire ici. Enfin bref, nous partons ici d'un moment de dessin d'enfants. Tous les enfants dessinent, et je vais maintenant venir un petit peu à cette question-là. À cette interrogation, si tous les enfants dessinent sans absolument se poser de questions, c'est-à-dire comme quelque chose qui est une activité absolument spontanée et qui ne leur pose pas de problème, il y a ce moment qui peut effectivement nous interroger. Comment se fait-il qu'à un moment donné, un enfant va décider qu'il ne dessine plus? Beaucoup d'entre nous qui ont dessiné enfant comme tous les enfants, à un moment donné, se sont arrêtés pour ne plus jamais dessiner de leur vie. Or, comment un enfant dessine-t-il? Alors, on sait qu'un enfant dessine avec une audace extraordinaire, c'est-à-dire avec, on pourrait presque dire, une sorte de prétention formidable et assez merveilleuse d'ailleurs, à faire une bataille, comme les plus grands peintres, à dessiner des scènes immenses, du coup, ou des villes entières, la cartographie de continents entiers. Et moi, je suis toujours extrêmement sensible lorsque je vois un enfant qui tire un peu la langue et qui a sorti tous ces... Aujourd'hui, c'est plus des crayons de couleur en bois, mais c'est des feutres. Mais même avec des feutres, qui se lancent dans une création, avec cette espèce de jubilation souvent visible. Alors, je ne suis pas du tout intéressé par l'approche qui est souvent faite de ce qu'on appelle le dessin d'enfant, c'est-à-dire l'approche dite psychologique ou autre, qui consiste à dire qu'au fond le dessin d'enfant est intéressant pour saisir la façon, où l'enfant en est dans son évolution, dans sa maturité, ce qu'il exprime de ses angoisses ou de ses fantasmes, etc. Et ce qui m'intéresse toujours dans un dessin d'enfant, c'est précisément ce qui excède ce dessin, ce qui déborde. Et quand on regarde bien un dessin, alors évidemment, une chose peut être frappante, c'est que selon les âges, effectivement, les dessins peuvent sembler tous se ressembler. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des identités, ou des ressemblances structurelles ou structurales du dessin d'enfant. On sait qu'à tel âge, l'enfant va dessiner un corps de telle et telle façon, puis plus tard, il va évoluer légèrement et on va dire bon, il en est à tel moment de son évolution. Ou alors, selon la façon dont il a construit son dessin et l'équilibre ou le schématisme, le schéma général du dessin, on va dire voilà, il y a quelque chose en lui qui se déséquilibre comme ci et comme ça. Or, je pense que très vite, quand on regarde n'importe quel dessin d'enfant à n'importe quel âge, on est frappé par quelque chose qui est une différence, qui est une singularité, qui est quelque chose
qui emporte ce dessin vers autre chose. Et très souvent, c'est ça, peut-être la petite graine, le petit élément, la petite graine artiste qu'il y a au fond dans tout dessin d'enfant, même celui qui sera le plus proche de ces structures qu'on croit toujours reconnaître dans le dessin d'enfant. Alors, peu importe, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est cette énergie mise à produire quelque chose de l'ordre de la forme et de l'ordre de la couleur. Ce qui est intéressant, c'est cette jubilation et c'est ce plaisir qui est pris. Et la question est, comment se fait-il qu'à un moment donné, il y ait cette sorte de blocage, ou cette sorte d'interdit qui survient, l'enfant disant « non, je ne dessine plus, pourquoi? J'aime pas ». Ou alors, il va dire « je ne sais pas, je ne sais plus, c'est pas bien ce que je fais ». L'enfant va froisser son truc. Ou « c'est pas beau ». Et quand il dit « c'est pas beau », ça veut dire que quelque chose a commencé à s'installer, c'est-à-dire ce n'est pas ressemblant. Et donc quelque chose de l'ordre d'un impératif du réalisme s'est déjà installé et qui est passé par évidemment d'autres regards, etc. Et il va dire aussi j'ai plus envie, j'ai pas envie. Et là, on a inévitablement le sentiment que quelque chose se perd. Et on parlait tout à l'heure d'adieu à l'enfance, mais il y a aussi des abandons successifs, des pertes successives qui fait que l'enfance s'en va. Et ici, l'abandon du dessin, à mes yeux, est vraiment quelque chose de cette perte, de cette espèce d'effondrement. Et perte de ce que j'appellerais presque une sorte d'érotique graphique, d'érotique dans la production formelle. Parce qu'au fond, ce qui est derrière le dessin d'enfant, l'enfant qui dessine sans arrière-pensée, c'est toujours ce plaisir qui est pris dans le fait de faire surgir quelque chose, de faire surgir une forme, de faire surgir cette magie en fait qu'il y a, quelquefois à partir du support, parce qu'il faut voir ce que c'est que vous ne pouvez pas, au fond, spontanément, et c'est ça aussi l'enfantin en nous, vous ne pouvez pas vous approcher d'une vitre embuée, enfin moi en tout cas, sans cette envie de faire surgir quelque chose dans la vitre, c'est-à-dire qu'il y a dans la surface qui s'offre à nous une sorte d'appel à faire surgir quelque chose dessus. C'est-à-dire dans la vitre, la confiture est allée sur la table, l'enfant va faire quelque chose, on va lui dire arrête de touiller la confiture avec tes doigts, et pourtant on est dans quelque chose qui est absolument fondamental. Et derrière cette activité, je dirais, on reprend le terme de Nietzsche tout à l'heure, dans cette espèce d'innocence enfantine qui considère, alors pas innocence au sens traditionnel, c'est-à-dire qui est en deçà de considérations morales ou moralisantes, etc. Mais en fait, cette innocence, c'est-à-dire cette absence de souci qui fait que là, je fais surgir des formes. Je dis, l'enfant est à ce moment-là comme à la fois un artiste moderne et comme un homme des premiers temps qui, sur une aspérité, va se servir aussi des infractuosités de la roche, des hasards de la roche, pour faire surgir ou pour faire coïncider la forme qu'il a l'intention de faire, un animal, avec ce qui s'offre à lui. Et là, il y a véritablement quelque chose qui est physique, qui est de l'ordre de ce que j'appelais tout à l'heure, cette érotique formelle ou érotique graphique qui est très très fort. Alors je dis la confiture, la buée, la table avec les nœuds, on dit mais, ah oui, ben, les nœuds, j'ai vu des yeux, et là donc j'ai fait un visage. On est dans une esquisse, on est dans un départ ici. Alors la question est la suivante, c'est-à-dire est-ce que l'artiste finalement est peut-être pas celui, alors ici je suis plutôt l'artiste plasticien, celui qui précisément revient sait retrouver, comme je parlais tout à l'heure, de retrouver, de faire ressurgir ces bribes d'enfantin, celui chez qui ces petites graines dont je parlais tout à l'heure, ces graines créatrices, pourrait-on dire, ont germé et qui, au fond, passent par-dessus ce qui a été à l'origine du blocage de l'enfant qui a dit « je ne sais plus dessiner, je ne veux plus dessiner, je ne sais plus faire, c'est pas beau ce que je fais ». Si au fond,
passant par-dessus ce qu'on peut appeler ou cette pudeur, ou cet interdit, ou cet empêchement, retrouve quelque chose ici de cette jouissance et de cette jubilation de l'enfantin. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que l'artiste, alors il ne s'agit surtout pas de dire l'artiste c'est quelqu'un qui fait l'enfant, de la même façon qu'on ne peut pas dire non plus qu'un enfant est un artiste. Un enfant il dessine, c'est pas un artiste. Un enfant est un enfant, et un enfant qui dessine. Au fond, pour que l'artiste, ça rejoint ce que je disais au début, pour que l'artiste accède à son art, ou accède à ce qui va être son œuvre, il faut qu'il ait, c'est la démarche qu'on voyait avec les métamorphoses de Nietzsche, il faut qu'il soit passé par différents stades, c'est-à-dire qu'en fait l'artiste n'est un artiste, non pas en faisant l'enfant, mais en retrouvant cet enfantin qui est de l'ordre d'une ascèse. C'est-à-dire qu'au fond, le devenir artiste, c'est quelque chose qui relève d'une ascèse. Et cette ascèse suppose s'être débarrassé d'un certain nombre de choses et accéder à l'enfance de la même façon qu'il y avait cette métamorphose du lion en enfant. Donc ici, il ne s'agit surtout pas de dire l'enfant est un artiste ou l'artiste est un enfant, ce serait des bêtises. L'enfant n'est pas artiste, l'enfant est un enfant qui dessine. Et l'artiste est quelqu'un qui, seulement au terme d'une démarche, alors je serais trop long et ça me saoulerait, j'aborde encore cette question-là et je ne veux pas trop. Mais la façon dont, je cite par exemple, la façon dont le peintre Jean-Michel Basquiat parvient, alors avec lui, une fulgurance, c'est-à-dire extrêmement vite, extrêmement jeune, et il a une vie extrêmement courte puisqu'il meurt à 28 ans, à quelque chose qui paraît extraordinairement achevé dans la façon qui peut sembler infantile ou infantile dont il parle, et qui n'est pas du tout infantile, c'est-à-dire la façon dont graphite Jean-Michel Basquiat, ou dont il produit des œuvres qui sont au fond extrêmement élaborées, et le résultat en un temps, on pourrait dire record, c'est-à-dire dans une vie qui a condensé les choses de façon extrêmement rapide, il est parvenu à la fois à apprendre des tas de choses, parce que Jean-Michel Basquiat, même si ses œuvres peuvent sembler être des graffitis, des bonshommes à peine esquissés, des lignes de lettres tirées comme ça, des traits ou des caricatures vraiment sommaires. Au fond, il y a dans cette œuvre qui peut paraître faussement infantile, il y a le résultat, c'est le résultat d'une conquête. C'est le résultat d'une conquête, sauf que cette conquête a été fulgurante. C'est-à-dire que autant, par exemple, Picasso, Picasso est quelqu'un qui vit longtemps et qui traverse, dont l'enfantin aussi a consisté à modifier ses styles et ses périodes et ses époques, etc. etc. Jean-Michel Basquiat, c'est une fulgurance, mais c'est aussi le résultat de son enfantin, pourrait-on dire, est une conquête et le résultat d'une ascèse. On peut peut-être conclure par un dernier texte. Est-ce que c'est possible, je sais pas, d'échanger un petit peu, ou enfin bon, je vais d'autres choses. On va demander à Maître de lire ce texte d'abord, et puis si vous préférez qu'on commence à dialoguer pour... Oui, parce que, parce que la chaleur... je constate que la chaleur est quand même pire. Oui. Le plus court pour terminer, comment? Ah bah alors là c'est tout à fait autre chose, je suis presque obligé de le présenter, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon, on se fait des politesses. Oui, voilà. Bon, non mais comme le livre est très divers, et que en fait la question de l'enfance, enfin ici c'est pas axé sur l'art dans ce que vous avez, oui, Mathieu me disait qu'il y a un passage qui lui plaît bien, qui est le passage que j'ai consacré à Gavroche. Alors c'est-à-dire que j'ai essayé de voir dans une certaine période comment l'enfant était traité dans la littérature de façon différente. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de production d'une figure d'enfant dans la littérature du XIXe siècle qui est très différente en Allemagne,
en Angleterre, en France. Alors j'analyse dans un passage comment les romantiques allemands produisent artistiquement, c'est-à-dire à la fois en poésie, en littérature, et on pourrait dire de façon presque fantasmatique, c'est-à-dire une certaine figure de l'enfance, qui est un enfant d'ailleurs je dirais fort inquiétant, et on doit au romantique allemand de nous avoir produit un enfant inquiétant. Comment, pratiquement en fait à la même époque, Lewis Carroll va produire une Alice qui est tout à fait autre chose, c'est-à-dire une espèce d'enfant paradoxe, et qui paraît extraordinairement moderne, au contraire par rapport à celui dont on va parler, c'est-à-dire l'enfant de Victor Hugo, qui est l'enfant enfant paradoxe, qui est en rapport avec toutes les possibilités de jeu, de logique, d'illogisme et de jeu sur la langue. Et puis l'enfant très 19e, très 19e-iste, très hugolien, mais assez formidable et assez moderne, parce qu'en fait c'est une des grandes figures modernes de l'enfance, c'est-à-dire celui qui associe Nietzsche, excusez-moi, c'est le jour des lapsus, qui associe Victor Hugo, qui associe l'enfant à toutes les valeurs, toutes les valeurs positives, c'est-à-dire l'enfant c'est le peuple, l'enfant c'est l'avenir, l'enfant c'est le progrès, etc., etc., et qui va nous synthétiser tout ça dans une figure qui est la figure dans Les Misérables, qui est la figure de Gavroche. Alors je compare toutes ces figures d'enfants, et ici Mathieu avait choisi, puisqu'on a fait ça un peu au feeling l'un et l'autre, avait choisi de lire le passage sur la figure de Gavroche chez Victor Hugo. Bien loin de ce clair-obscur germanique, le XIXe siècle français va élaborer une figure beaucoup moins trouble de l'enfance. Un réalisme clair et distinct, joint à un progressisme vigoureux, va engendrer l'enfant emblème, l'enfant promesse d'un monde nouveau et surtout meilleur. Ce que l'enfant fredonne, dans l'ennui ou la solitude, comme dans la rue ou sur les barricades, c'est la chanson des lendemains. Si pour les romantiques allemands, l'enfant nous rappelait notre dépendance de forces naturelles ambivalentes et de forces surnaturelles menaçantes, Victor Hugo va faire de l'enfant une pièce essentielle d'un vaste dispositif philosophique, poétique et politique, avec pour finalité rien de moins que l'avènement de l'humanité. Pour Hugo, les forces sont principalement historiques et humaines, selon une vision grandiose de l'histoire qui implique, avec le roulement des siècles, le gouffre, Dieu, Satan, le peuple, prince usurpateur et misérable, le poète pensif et les infinis, Paris et le perpétuel soulèvement du juste, comme une vague immense, une clarté à l'horizon, et toujours l'enfant. Les enfants traversent l'écriture hugolienne des feuilles d'automne à l'art d'être grand-père. Symbole mandragorique ou emblème quasi universel, l'enfant se faufile, se glisse partout dans l'œuvre immense du poète. Il se trouve toujours là où quelque chose se passe. Il parle ou chante, ou bien il sidère, capable par sa seule apparition de suspendre le mal un moment. Une certaine lourdeur hugolienne provient peut-être de cette identification systématique de l'enfance à ce qui vient de meilleur ou à ce qui nous dépasse. Quand l'enfant nous regarde, on sent Dieu nous sauver. Il est à lui seul tous les misérables puisque l'enfant ne possède rien, et aussi le peuple puisque sa faiblesse, toujours enjouée, sinon joyeuse, se retourne en force en certaines circonstances. Toujours plus bas et maltraité, il incarne l'excès de spoliation comme Petit Gervais dans Les Misérables, à qui Jean Valjean vole sa pièce. Mais Petit Gervais est à l'origine de la rédemption de l'ancien bagnard, dont toute la vie se déroulera comme une réparation de cette scène honteuse. L'enfant est la dernière et la plus petite des poupées gigognes de la misère. La grande poupée du peuple contient les poupées misérables. La poupée femme, exploitée parmi les exploités, contient la poupée Fantine, humiliée, brisée par l'ordre injuste. Cosette, livrée à la brutalité des Thénardier, est l'ultime figure de ce mal immense. Pour Hugo, le mal fait à l'enfant qui agonise, le défunt de mauvais traitements devient le pire qu'on puisse faire à l'homme. Il y a toujours un enfant tel une perle dans la boue des conduites humaines. Ainsi, Gavroche, un des 5 enfants des Thénardier, est à la fois le brave gosse et l'enfant courageux face à la veulerie, la rapacité et l'absence de scrupules de ses parents. Demi-misérables qui écrasent plus faible qu'eux.
Gavroche est l'enfant hugolien par excellence, la grande icône enfantine bien française, populaire, agile, malin ou débrouillard, presque toujours gai et vif, plein d'humour, sans rancune ni ressentiment, ne se plaignant pas de son sort, s'arrangeant de tout, chez lui dans la rue, familier du Paris interlope, dormant à la dure, mangeant ce qu'il trouve, spontanément généreux et protecteur avec des mômes plus petits ou plus égarés que lui, qu'il héberge dans le ventre de l'éléphant monumental devenu son domicile provisoire. Merci. C'était donc... Non, mais j'étais très content parce que Mathieu a lu ce livre, il a choisi certains passages, il aurait choisi beaucoup plus, mais ça aurait fait très long. Et pour donner une idée du bouquin, moi j'ai essayé aussi de donner une idée de l'esprit et de cette idée d'enfantin. J'aurais terminé, si on veut avoir un minimum d'échange, je ne sais pas si c'est encore possible, encore temps, j'aurais terminé en disant, voilà, ce que j'ai dit de l'enfantin, du rapport à l'art et du rapport à la modernité, au fond, il y a dans ce livre de Merleau-Ponty qui s'appelle L'œil et l'esprit, qui est un magnifique, très court livre que Merleau-Ponty a écrit tardivement sur la peinture, il y a une phrase qui me semble tout à fait illustrer ce que j'ai dit aujourd'hui, ou ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre très rapidement dans cet exposé dans la chaleur. Merleau-Ponty dit ceci, il nous dit à propos de l'être, c'est un propos de phénoménologue, il nous dit « l'être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons conscience. » Tout est dit. C'est-à-dire qu'au fond, la conscience de l'être passe par la création. On peut remplacer l'être tel que je viens de le lire dans la phrase de Merleau-Ponty par l'enfantin. L'enfantin est ce qui exige de nous la création pour que nous en ayons conscience, à savoir que seule une démarche de type créatrice, artistique, littéraire, picturale, musicale, etc., peut par moment accéder à cet enfantin. C'est pour ça que je ne veux absolument pas dire que l'art ou la création c'est un accomplissement de l'enfance, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un peu le déploiement de la promesse, on en parlait tout à l'heure, enfant promesse, de la promesse que quelque part, à un moment donné, l'enfance a été en nous, puisque au fond, être enfant, c'est aussi être habité par des promesses obscures.